La Grasse matinale, spéciale élection municipale, l'interview politique. Et alors ce matin, nous accueillons Emmanuel Grégoire. Bonjour Emmanuel Grégoire. Bonjour. Alors vous êtes candidat à la mairie de Paris pour la liste de la gauche unie hors LFI. Vous êtes pour l'instant favori des sondages. Et pour la prochaine demi-heure, avec ma collègue Zoé Lauvergne, on va vous interroger un peu sur votre programme. Et on va commencer tout de suite avec une de vos mesures phares, en tout cas une de vos nouveautés, c'est l'hyperproximité. Est-ce que pour nos auditeurs, vous pouvez nous expliquer ce que c'est le concept d'hyperproximité ? L'hyperproximité, c'est d'abord rappeler que Paris, c'est un village, mais c'est un grand village. Et il y a plus de 2 millions d'habitants et que le maire et son équipe en mairie centrale, ils s'occupent des grands sujets, mais qu'il est indispensable d'avoir une approche d'hyperproximité. Pourquoi ? Parce que les problèmes des Parisiennes et des Parisiens, ils se dessinent à l'aune de leur vie quotidienne. C'est ma rue, mon quartier, mon petit village, ma proximité. Et donc, on veut à la fois réorganiser toute l'administration et réorganiser le lien avec les mairies d'arrondissement et les élus d'arrondissement pour tout simplement offrir à chaque quartier, à chaque rue, un référent administratif qui sera chargé de tout. Et ça permettra d'être beaucoup plus efficace, d'abord pour répondre aux interpellations, qui peuvent être celles des habitants, celles des commerçants, des parents d'élèves, etc., dans une grande maison, mais qui perd en efficacité du fait de son hypercentralité. Et donc, c'est miser à fond sur la proximité, le lien avec des interlocuteurs identifiés, à la disposition des habitants. C'est quelque chose de facile à mettre en place ou c'est quoi les grands défis pour cette hyperproximité ? Les grands défis, c'est d'abord de réorganiser l'administration en donnant plus de pouvoir aux maires d'arrondissement et à leurs équipes. Les maires d'arrondissement, ce sont des acteurs sur lesquels je veux beaucoup m'appuyer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont les élus locaux de proximité. Quand on est maire de Paris, en hôtel de ville centrale, on n'a malheureusement pas le lien de proximité direct avec tous ses habitants, tel que peut l'avoir, par exemple, un maire d'un petit village ou d'une petite commune qui a été une partie de ma vie. Et moi, je veux cela. Je veux que les Parisiennes et Parisiens, ils aient des interlocuteurs identifiés sur le plan politique et sur le plan administratif pour répondre aux soucis du quotidien. Parce que dans les irritants qui nous remontent et parfois les insatisfactions, il y a la question de l'entretien du quotidien, de la qualité de vie, de la lutte contre les nuisances, contre les incivilités. Ça peut être le bruit, ça peut être la saleté, etc. Et on va y répondre par plus d'efficacité en pilotant tout cela au plus près du terrain. Et du coup, c'est aussi pour que l'hôtel de ville, j'imagine, si vous êtes maire, puisse aussi se concentrer sur des enjeux plus globaux, notamment les relations avec l'Île-de-France, avec les villes. C'est exactement ça. C'est que la mairie centrale soit concentrée sur les grands enjeux, assurer la cohérence globale des politiques à l'échelle de tout Paris, préparer les grands chantiers de l'avenir, la transition écologique, la question de l'école, la question piloter la politique de logement global, les relations avec les communes limitrophes, les relations avec la métropole, avec la région, avec l'État. En fait, on a beaucoup de choses à faire tous. Et donc, je veux me recentrer sur les grands enjeux stratégiques, le grand pilotage des politiques publiques et confier plus de responsabilités à l'hyperproximité. Et c'est possible d'imposer aux maires d'arrondissement qui ne sont pas forcément de votre bord politique, d'imposer cette hyperproximité ? Oui, alors l'idée, c'est pas de l'imposer, mais c'est qu'en fait, un maire, et quelle que soit sa couleur politique, il a les mêmes récriminations sur la propreté et la sécurité. Ça permet d'abord de ne pas se dédouaner. C'est parfois le renvoi de balle, c'est pas nous, c'est la mairie centrale, c'est pas la mairie centrale, c'est la mairie d'arrondissement. Tout ça n'est pas très compréhensible par nos administrés, ils ont raison. Et donc, d'abord, les habitants des arrondissements choisiront leur maire d'arrondissement, et quelle que soit sa couleur politique, je le respecterai. Je souhaite aussi avoir une relation plus apaisée, plus constructive, y compris avec l'opposition, avec lesquelles on doit travailler de toute façon. Et de toute façon, quand on parle de propreté, de sécurité, de lutte contre le bruit, de répondre aux attentes, par exemple, de commerçants, etc., je crois que peu importe l'étiquette politique, on se doit d'y répondre. Alors justement, vous avez parlé de propreté et de sécurité, c'est notamment 2 attentes fortes des Parisiens et c'est sur lesquelles vous revenez souvent et c'est notamment là-dessus que vous voulez vous distinguer du précédent mandat de Anne Hidalgo. Mais d'abord, on va parler d'une priorité dont vous parlez souvent et je vais laisser la place à Zoé Lauvergne avec le logement. Oui, le logement, c'est un des gros chantiers que vous avez identifié dans votre programme et il y a une dizaine de mesures différentes sur ce sujet-là. Déjà, vous avez notamment en tête la question du marché de la location et essayer de remettre des biens. Dans votre programme, vous voulez remettre 100 000 logements sur le marché de la location en augmentant la taxation qui pour l'instant est assez faible. Concrètement, on parle de quelle taxation et ce serait l'augmenter à quelle hauteur ? Alors, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas des impôts locaux pour les Parisiens. Il s'agit d'un phénomène qu'on appelle les logements vacants. Les logements vacants, c'est des logements qui ne sont pas utilisés pour héberger des résidents permanents. Et le phénomène
est massif. À Paris, il y a 1,4 million de logements. Sur ces 1,4 million, il y en a 300 000 qui ne sont pas utilisés pour héberger des gens. Ce sont des résidences secondaires, ce sont des meublés touristiques et des logements vacants. Et la fameuse taxe que vous évoquez, c'est une taxe sur les logements vacants, c'est-à-dire les logements qui sont laissés vides. Donnez un exemple, quand par exemple il y a une succession, le temps de régler les affaires, parfois des appartements restent vides pendant très longtemps, trop longtemps. Et donc l'idée, c'est une mesure fiscale qui a été prise par le Parlement et qui a été demandée en réalité par toutes les communes, qu'elles soient de droite ou de gauche. On a une telle crise du logement qu'on ne peut pas supporter d'avoir autant de logements qui sont détournés de l'hébergement permanent. Et donc c'est en fait, l'idée est moins de toucher la taxe, mais que d'inciter, voire d'obliger les propriétaires à remettre plus vite le logement sur le marché locatif ou à le vendre le cas échéant. L'objectif de 100 000, c'est une reconquête sur les fameux 300 000 qui sont vacants, avec une bataille acharnée contre les meublés touristiques. C'est insupportable, je crois, quelle que soit son opinion politique. C'est insupportable de voir parfois des immeubles entiers ou des immeubles des appartements à côté du sien qui sont exclusivement réservés aux touristes, parfois légalement, mais parfois y compris illégalement, et nous aurons des mesures pour lutter contre la fraude. C'est la question de freiner, d'endiguer le développement des résidences secondaires, notamment dans une ville qui attire le monde entier, dans laquelle beaucoup d'investisseurs étrangers viennent, à la fois parce que Paris c'est très beau, mais aussi parce que c'est un placement assez sécurisé, et du coup ils prennent des appartements entiers pour ne l'utiliser parfois que quelques jours ou une semaine ou deux maximum, et le reste de l'année c'est vide. Et pour ça, on sait le faire. Vous passez dans les rues, vous observez ce qui est allumé ou pas entre 20h et minuit, et vous observez qu'il y a des rues entières dans lesquelles il n'y a plus d'habitants. Et le troisième sujet, c'est effectivement le renforcement de l'offre locative. Nous avons besoin d'une action extrêmement forte pour remettre du logement à louer pour les classes moyennes en particulier, et je pense en particulier aux familles. Le logement est incontestablement la priorité numéro 1 parce que c'est ça le nerf de la guerre en matière de protection du pouvoir d'achat et en matière, on va dire, de ville qui vit, c'est-à-dire la capacité à vivre à Paris. Notre slogan, c'est « Paris est à vous ». Tous ceux qui concourent au fonctionnement de cette ville ont le droit d'y vivre. Et que des gens choisissent de partir pour des raisons qui leur appartiennent, je ne peux que m'en réjouir, mais je ne veux pas que les gens soient chassés de Paris par la spéculation immobilière. Et une autre mesure que vous proposez, c'est de construire 60 000 nouveaux logements publics. Donc la moitié, ce serait des logements sociaux, l'autre moitié, ce serait des logements abordables. Ces constructions, déjà, est-ce que ce serait 60 000 nouveaux logements à construire ou alors ce serait de l'existant et ce serait où dans Paris ? Alors, il y a d'abord, c'est un peu tout. C'est de la construction neuve. C'est parfois de l'intervention pour prendre des immeubles, quand par exemple il y a un immeuble de bureau, se positionner dessus pour le transformer, ce qu'on appelle les grands programmes de transformation de bureaux en logement. Et troisièmement, il y a encore des capacités de construction dans l'interstitiel. Je ne veux pas être trop compliqué, mais des réserves foncières pour construire des logements neufs, à Paris il en reste, dans le secteur de la Gare des Mines dans le nord de Paris, porte de la Villette, Piton du Vernois vers la porte de Bagnolet, à la porte de Montreuil, à Brunzeau et à Béziers-Oudinet. Il y a encore des zones, vous comprenez qu'elles sont plutôt à l'extérieur de Paris. Et puis, on a un gros travail avec les gros propriétaires fonciers de Paris que sont la SNCF, la RATP et l'État, pour lorsque eux-mêmes optimisent leurs organisations et leurs implantations, libèrent des zones dans lesquelles on peut construire en partenariat avec eux, y compris en y accueillant de façon prioritaire des conducteurs de métro, des infirmières quand on travaille avec l'État et la PHP sur des emprises foncières. Bref, on a encore des endroits pour construire. Et puis, une opportunité que je veux vous citer. En France, il y a 9 millions de mètres carrés de bureaux vides. 6 millions de mètres carrés vides dans le Grand Paris et presque 1 million de mètres carrés vides dans Paris intramuros. À l'échelle du Grand Paris, parce qu'il faut construire ces stratégies de logement à l'échelle du Grand Paris et pas seulement chacun dans nos communes, nous pouvons engager un grand plan de transformation de bureaux en logement plutôt que d'avoir des bureaux vides pendant des années et des années. Et un autre point aussi, c'est qu'il y a à la fois la question du logement, mais aussi la question de l'adaptation au changement climatique, c'est la question de rénover ces logements. Vous voulez en rénover plus de 200 000 publics et privés. Mais concrètement, ça passe par quoi ? Par des aides de la mairie ? Voilà, c'est plusieurs choses. Donc c'est 200 000 privés et 35 000
logements sociaux. Donc c'est 235 000 au total. Pour les 35 000, c'est la ville qui est propriétaire indirectement par ses bailleurs, donc c'est nous qui nous en occupons, et c'est un rythme extrêmement important. Parce que 5 000 par an, c'est un objectif immense, parce que parfois, quand il faut déplacer les locataires pour faire des rénovations très lourdes, forcément, c'est immobiliser des logements qui ne sont pas disponibles pour les autres, etc. Les 200 000, c'est effectivement un système d'aide et d'accompagnement. D'abord, pas seulement financier, ou pas d'abord financier, c'est d'aider les copropriétés à construire leur projet de rénovation thermique. Ce sont des processus un peu longs, un peu complexes juridiquement, un peu complexes financièrement. Et donc, en plus de l'accompagnement technique, on va dire, pour ces projets de rénovation, eh bien, il y aura des systèmes d'aide dans lesquels se cumulent des aides locales et des aides nationales. C'est l'éco-rénovant Paris, ça c'est le dispositif de la ville de Paris. Il y a MaPrimeRénov' au niveau national. Et d'aider à mettre tout ça, à le simplifier avec un guichet unique et un accompagnement par des ingénieurs, pour être très clair, des experts du bâtiment et de l'immobilier. C'est un enjeu majeur parce qu'il est bon pour le climat, il est bon pour le pouvoir d'achat, évidemment, avec l'augmentation des coûts de l'énergie et l'incertitude que ça génère pour les ménages. Et enfin, c'est un moyen d'être beaucoup plus sobre sur le plan environnemental. C'est-à-dire, on doit réduire nos consommations d'énergie au global. Et donc, dans les objectifs des accords de Paris, d'avoir une ville vertueuse sur le plan environnemental, c'est fondamental. Et donc, on a tous intérêt à y mettre. Et on ne va pas rentrer dans le détail ici, mais on a prévu plein de mécanismes très innovants pour aider les copropriétés à se rénover. Et je pense en particulier à la situation des locataires. Parce qu'un propriétaire, quand il occupe son propre logement, peut avoir intérêt à le rénover. C'est moins évident quand il est propriétaire et qu'il a un locataire. Et donc, on ne veut pas que les locataires, entre guillemets, soient les victimes de cela, à la fois avec une augmentation trop forte du loyer si le logement a été rénové, et en même temps qu'ils ne soient pas oubliés de ce sujet parce qu'eux-mêmes payent leurs factures. Et vous savez que Paris est une ville massivement, et c'est atypique, de locataires. C'est une ville où il y a plus de 70% de locataires. C'est pas une ville de propriétaires, y compris parce qu'il y a une spéculation qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc, accompagner, protéger les locataires, les classes moyennes est évidemment essentiel. Et puis, une dernière question en lien avec cette transition écologique. Vous voulez notamment, il y a dans votre programme beaucoup de mesures sur la végétalisation, le fait de créer des espaces verts, et même de manière plus générale aussi, vous voulez investir en priorité dans les quartiers populaires avec des nouvelles structures culturelles, l'embellissement des rues. Est-ce que tous ces investissements-là, ils peuvent pas contribuer aussi à gentrifier et finalement à chasser ces populations que vous voulez voir rester ? Alors, oui et non. Et il faut faire attention à cela. Mais si vous voulez, si la théorie c'est de dire qu'il ne faut pas rénover les quartiers parce que sinon ils vont gentrifier, on ne fait rien et après les quartiers deviennent des ghettos. Et ça, c'est pas évidemment acceptable. Mais on a démontré au cours des mandatures qui viennent de s'écouler, avec Bertrand Delanoë, avec Anne Hidalgo, qu'on savait faire des grands programmes de requalification urbaine sans chasser les habitants. Pourquoi ? Notamment parce qu'il y a beaucoup de logements sociaux et qu'à cet égard, ils sont protégés. Mais c'est au contraire même une occasion d'améliorer la qualité de vie dans un certain nombre de quartiers où il y a des concentrations de pauvreté qui sont trop importantes et donc qui créent des problèmes que vous connaissez évidemment. Et donc, je vais prendre un exemple dans le quartier de la Porte de la Chapelle. Au total, on a investi énormément avec un nouveau quartier qui s'appelle Chapelle Internationale, avec l'Adidas Arena qui a été construite pour les Jeux Olympiques, avec la livraison d'un grand campus Porte de la Chapelle, la requalification complète des espaces publics. Pas un habitant n'a dû quitter la zone, mais on a augmenté la capacité d'accueil, ce qui fait qu'il y a des nouveaux profils d'habitants. Et je crois que c'est exactement ce qu'on cherche, d'avoir des quartiers qui soient mixtes, dans lesquels on vit harmonieusement. Tous les quartiers ne sont pas faciles à Paris, mais on a un chemin pour avoir des quartiers qui soient équilibrés, dans lesquels il y a des classes moyennes, dans lesquels il y a des classes populaires qu'on soutient beaucoup. Et moi, j'ai une attention particulière à leurs enfants, parce que mon engagement politique, il est lié à ça, lutter contre le déterminisme social et faire en sorte que tous les enfants aient la chance de construire leur vie et de s'émanciper. Et donc, à Paris, on a une alchimie qui permet de faire de la requalification urbaine tout en protégeant l'identité de nos quartiers. Il y a deux autres sujets dont on va parler tout de suite, c'est la propreté et la sécurité. D'abord, la propreté, parmi les mesures aussi, c'est l'idée de réduire vachement les déchets. Vous dites de réduire de 100 000 tonnes. C'est aussi le plan, donc si je ne me trompe pas, du nouveau programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, fait en 2024 par la mairie de Paris actuelle. Qu'est-ce qui vous distingue de ça ? Est-ce que vous êtes sur le même objectif avec les mêmes mesures ou vous vous distinguez de ce plan-là ? Dans la propreté, il y a différentes choses. D'abord, réduire le déchet, c'est un impératif. C'est un impératif parce que, y compris aujourd'hui, parce qu'on a plutôt tendance à l'inverse, c'est-à-dire à l'augmentation
gestion des déchets, notamment, vous le savez, à cause des livraisons, il y a une augmentation considérable des volumes d'emballage. Et il faut savoir que, en plus, quand le tri n'est pas très bien fait, il faudra que nous fassions collectivement du progrès sur le tri. Ça va en incinération. Et c'est à tout égard idiot. On produit des choses qu'on va brûler ensuite parce qu'on ne sait pas comment les gérer. Donc la question de réduire ces déchets, la question des filières de retraitement est essentielle. Mais je crois que la propreté, c'est d'abord un ressenti du quotidien. J'ai entendu l'insatisfaction d'un certain nombre de Parisiens dans un certain nombre de quartiers avec cette idée que la ville est sale et peu importe qu'elle soit sale ou salie, et c'est sans doute les deux, il faut que nous fassions des progrès. Et donc c'est là aussi lié à une réorganisation des services de propreté. On a des agents magnifiques, il faut leur donner de meilleurs outils, beaucoup d'équipements plus modernes. Il faut sans doute répartir les moyens différemment pour concentrer nos efforts dans les endroits qui sont surfréquentés. Vous avez des exemples, par exemple, ce serait lesquels C'est le secteur Trocadéro-Champ-de-Mars, le secteur des Halles, le secteur des gares de l'Est et de la gare du Nord, le secteur tout le barreau qui va de Colonel Fabien jusqu'à Barbès-Rochechouart, sur lequel par ailleurs il y a d'autres problèmes liés à la très grande précarité, etc. C'est évidemment tout le secteur des portes. J'ai annoncé hier un grand programme de transformation des portes avec un grand concours d'architectes pour réorganiser ce que nous voulons faire de façon conjointe avec les maires des communes limitrophes. Ce sont des délaissés urbains parce que ce sont des autoroutes urbaines avec le périphérique dans lequel le niveau de l'entretien et de la qualité de vie n'est pas à la hauteur de ce qu'on doit à nos concitoyens, et donc on va mettre des moyens considérables là-dessus. Si je me trompe pas, donc la priorité, c'est pas forcément, enfin bien sûr c'est de réduire les déchets, mais pour un niveau global, et du coup peut-être pourquoi pas appliquer ce plan-là, mais surtout la priorité, donc c'est s'occuper justement du personnel qui s'occupe de la propreté, le mieux le réaccès. C'est les deux. Ouais, c'est les deux, parce que je vais vous donner un autre exemple qui est à mi-chemin entre la propreté, parce que tout ça se nourrit, à mi-chemin entre la propreté et la question de l'emballage. Il y a une explosion de la vente à emporter. L'explosion de la vente à emporter, elle se traduit par une explosion des volumes de déchets dans la rue, avec des gens qui ne sont pas toujours totalement bien éduqués. C'est tous les emballages, etc., les gobelets, il y en a partout. Et nous, on a une approche de l'espace public qui est très forte et qu'on soutient. C'est dire, dans Paris, qui est une ville merveilleuse, très belle, très compacte, très petite, avec beaucoup d'habitants, beaucoup de touristes, extrêmement dense, une des villes les plus denses du monde, notamment dans son hypercentre. Et on a des petits logements parfois, et donc on veut que l'espace public soit un chez nous à tous. Voilà. Mais quand c'est un chez nous à tous, d'abord, il faut respecter un peu les règles et un minimum de civilité dans la relation aux autres, et notamment au respect du sommeil et des riverains. Mais c'est aussi, évidemment, une utilisation de l'espace public qui est beaucoup plus importante et qui nécessite donc plus de civisme et plus de moyens pour ramasser. Et donc, mais on va y arriver parce que je pense que cet art de vivre à la parisienne qui se projette beaucoup dans l'espace public, dans nos rues, dans nos terrasses, nos cafés, nos parcs, les pique-niques, etc., eh bien, c'est au cœur de l'histoire de notre ville et de ce qui fait qu'elle attire le monde et pas seulement pour ses monuments. Et par rapport à la propreté, vous, on est d'accord, vous l'avez déjà dit, vous êtes contre la privatisation du service de propreté. Aujourd'hui, à Paris, il y a une partie des arrondissements qui sont privatisés en termes de gestion de la propreté. Pourquoi vous êtes contre ? Ils ne sont pas privatisés en matière de gestion de la propreté. Il faut être précis là-dessus. Sur le ramassage des ordures, exactement. C'est ça ? Okay. Il y a un marché des ordures ménagères. La moitié est fait en direct par la ville, l'autre moitié en privé. Et je trouve que c'est un bon équilibre. Et l'histoire montre que c'est un bon équilibre. Et c'est un équilibre, d'ailleurs, qui a été défini il y a très longtemps. Et je ne crois pas que ce soit le sujet qui soit mis en cause par les Parisiens. Le sujet, c'est le balayage, c'est le lavage des rues, etc. Et là-dessus, il est intégralement en régie pour ce qui est le socle d'organisation. Et je crois que c'est légitime compte tenu de l'importance du sujet. Il peut être complété par des interventions privées au gré de besoins particuliers. Donc moi, je n'ai pas de doctrine, entre guillemets, sectaire là-dessus. Je pense que quand on a une mission routinière massive, eh bien, elle doit être prioritairement faite par un service public. Et ce qui n'interdit pas d'avoir des marchés complémentaires en faisant appel au privé pour des prestations dont le caractère atypique eh bien, est peut-être mieux géré par des contrats que par nos propres fonctionnaires. Mais là-dessus, je pense qu'on a un bon équilibre. Le sujet est, à mon avis, celui de l'efficacité du service et pas de la façon dont il est opéré en réalité. Donc efficacité aussi du service public, et là-dessus, j'imagine que vous avez dit, et on va revenir après, un peu plus tard avec Zoé, sur justement la gestion publique. Par rapport à la sécurité, vous avez dit donc vous voulez
massifier encore plus, donc mettre plus de policiers. Mais policiers, vous êtes exprimé sur le fait de pas les armer parce que vous dites aussi que c'est dangereux et qu'en fait ça coûte très cher aussi. Par rapport à vous parlez d'une police municipale de proximité. J'ai une question, est-ce que c'est pas déjà le cas de cette police municipale de proximité ? Alors, c'est déjà un peu le cas, mais pas assez. Pourquoi ? Parce que d'abord, historiquement, je rappelle, la sécurité, c'est pas la compétence du maire de Paris, c'est la compétence du préfet de police. Et notre pays y a veillé dans l'histoire. Mais je vois bien qu'il y a une insatisfaction sur la tranquillité publique du quotidien. Et c'est pour ça que je ne veux pas donner d'armes létales, parce qu'ils sont armés, nos policiers municipaux, mais c'est des armes de 4e catégorie, c'est pas des armes à feu. Aujourd'hui, la loi ne leur fixe aucune mission qui nécessite une arme à feu. Et ce serait, comme vous l'avez dit, extrêmement cher à mettre en œuvre, sans bénéfice réel sur les missions telles que la loi leur confie. Leur mission, c'est de verbaliser les cyclistes qui ne respectent pas les feux rouges, qui roulent sur les trottoirs. C'est de verbaliser les infractions routières. C'est la question de réguler le bruit sur les terrasses. Aucune de ces missions ne nécessite une arme à feu. Mais qu'est-ce qu'on observe ? La police nationale a largement déserté le terrain sur, on va dire, la tranquillité publique. C'est la conséquence du renoncement à la police de proximité au moment où Nicolas Sarkozy était président. Et deuxièmement, à une aggravation du contexte sécuritaire, en particulier depuis 2015, c'est le risque terroriste, c'est l'encadrement des mouvements sociaux, qui fait qu'il n'y a plus de policiers en maraude dans les rues, ou très très peu. Et donc, on est pragmatique. On a créé depuis 3 ans une police municipale, et elle est devenue de loin la plus grande police municipale de France. Désormais, elle va rentrer dans un moment de maturité. Augmentation des moyens avec 1000 policiers municipaux, et c'est vrai qu'on mise sur ça. Sa mission sera d'être une police municipale de proximité, faisant écho à ce qu'on évoquait sur l'hyperproximité. Nous souhaitons que les habitants identifient les policiers municipaux. Mais quelle différence avec les médiateurs, par exemple, qui existent aujourd'hui ? Alors, les médiateurs, d'abord, ils ont un travail très complémentaire, mais c'est pas la même chose. D'abord, juridiquement, ils ne sont pas du tout policiers, et les médiateurs, ils sont chargés de faire de la prévention, en particulier de l'accompagnement de jeunes qui font un peu de bazar, etc. C'est un outil complémentaire indispensable. Et il arrive que des médiateurs, par exemple, quand ils sont sur le terrain, le médiateur, typiquement, c'est la médiation dans des quartiers un peu difficiles, soit en maraude, et quand ils identifient des problèmes, puissent rapidement appeler une brigade de police municipale pour intervenir. Et en fait, moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire en accent sur l'hyperproximité, c'est d'avoir différents types d'interventions dans lesquelles, je le dis, vous ne faites pas de politique de sécurité sérieuse si vous ne faites pas des politiques sociales qui vont avec, pour éviter que des jeunes fassent le bazar. Si on peut les occuper, il y a des grands délinquants dedans. Donc cela, c'est autre chose. Ils seront traités par la police nationale. Mais c'est tout un continuum d'actions dans lequel il y a de l'action sociale, de l'action culturelle, de l'action sportive, de la médiation. Et quand c'est nécessaire, et vraiment sans aucune ambiguïté ni faiblesse de ma part, l'arsenal de sanctions fait partie des outils qui sont à notre disposition et je le mobiliserai pleinement. Une petite question rapide, dernière question sur la sécurité. Vous parlez d'un grand plan contre le harcèlement de rue, aussi pour lutter contre les discriminations et les sexismes dans l'espace public. Comment il s'incarne ce plan-là et ce serait quoi ? C'est à quel terme en fait ? Est-ce que ça va être très rapidement mis en place ou c'est quelque chose qui prend du temps ? Très rapidement mis en place, mais avec des effets qui évidemment montreront. D'abord, c'est un combat sociétal. C'est la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, en particulier contre les femmes dans l'espace public, dans lequel on doit travailler en partenariat avec les autres forces de police qui sont chargées d'intervenir. Il y a la police des transports, il y a la police municipale, il y a la police nationale, il y a la police de la SNCF, etc. C'est insupportable, ce phénomène de violence sexuelle et sexiste, qui a longtemps été en régression et qui, on le voit aujourd'hui, recommence à être un problème. C'est la question de l'occupation. Et là, en plus des outils de police, il y a aussi plein d'autres outils complémentaires qui sont ceux de la médiation, de l'aménagement, de l'éclairage. Par exemple, je ferai des engagements sur remettre de l'éclairage public dans des endroits qui seront identifiés par des associations comme anxiogènes et dangereux potentiellement. C'est la question de la protection et de la présence policière aux abords des lieux de nuit. Je pense aux grands sites de lieux de nuit. Vous savez que Paris, c'est la vie nocturne la plus riche d'Europe. Désormais, on a réussi à faire remonter Paris à la première place de la vie nocturne. Dans les grands spots qui ont été créés, mais également dans le cœur de Paris, vous avez cité les mots. C'est lutter contre les violences sexuelles et sexistes contre les femmes. C'est lutter contre les discriminations, contre le racisme, contre l'antisémitisme. Je veux remettre entre guillemets, de la sérénité et de la confiance dans la relation qu'ont les citoyens avec l'espace public dans un moment du monde et du pays un peu anxiogène de ce point de vue-là. Une question maintenant concernant les dépenses et le budget de ce programme. Alors, vous chiffrez des économies aussi en mettant en place ce programme-là, à peu près 454 millions d'euros. Ces économies-là, ils ont
pour vocation à financer le programme ou Oui. comment on fait en fait En fait, pour mettre c'est tout ça en simple. place? Dans une ville, c'est comme dans un ménage. On a des recettes, on a des dépenses. Vous vérifiez. Et nous, la ville a toujours été excédentaire. Il n'y a jamais eu de déficit à la ville pour une raison simple. C'est interdit pour les collectivités locales d'être en déficit. En 2025, on dégage 800 millions d'euros d'excédent budgétaire. Mais pour financer le projet, on a besoin de faire des économies. Des économies sur le train de vie, des économies sur l'organisation, des économies sur la communication, des économies sur l'exécution des marchés. On a plein de choses à faire, notamment en matière d'économie d'énergie, puisque la ville est propriétaire, un très grand propriétaire à Paris. Parce que dans le moment d'exigence qui est celui du pays et celui de l'attente de nos concitoyens, il y a besoin d'exemplarité, de probité. Et moi, à cet égard, je veux être un maire de Paris dont les Parisiens seront fiers. Peut-être que je ferai des erreurs, comme tout le monde. Mais en tout cas, je veux incarner cette probité et cette rigueur de relation à l'argent public et à la justesse des dépenses que nous engageons. La justesse des dépenses que nous engageons, parce que nous avons prévu des dépenses supplémentaires en matière sociale, en matière d'accompagnement des plus vulnérables, entretien patrimonial, etc. On va dépenser de l'argent, mais je veux que chaque euro soit utile, qu'il soit bien contrôlé. Et deuxièmement, ça supposera de faire des efforts très importants sur un certain nombre de postes de dépenses tels qu'ils existent. Et notamment, parmi les efforts, est-ce que ça passe par exemple par supprimer certains postes au sein de la ville? Alors, ou qu'est-ce que... Oui, d'abord, il faut comprendre que la ville, elle a ses dynamiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont partir à la retraite. Quand c'est nécessaire de les remplacer, on les remplace. Prenons un exemple. Vous êtes dans une piscine, il y a un maître nageur qui part à la retraite. Si vous ne le remplacez pas, la piscine, elle ferme. Donc, il y a des postes qu'on doit renouveler, sinon, c'est des abandons de services publics. Mais par contre, il y a des endroits où, parce que vous améliorez l'organisation, etc., vous pouvez ne pas renouveler les postes. Ce qui vous permet de financer les créations de postes dans les secteurs que j'ai annoncés. J'en ai annoncé beaucoup dans le périscolaire, j'en ai annoncé dans la police. Évidemment, dans la propreté, il faudra toujours disposer de ressources pour avoir des moyens supplémentaires. Et donc, ça voudra dire, dans bien des secteurs, dans l'organisation administrative, dans les organisations centrales, de ne pas renouveler des postes en se réorganisant et en travaillant mieux. Peut-être une dernière question, parce que malheureusement l'interview touche à sa fin. Sur les dynamiques et les alliances politiques, alors on sait, on vous dit souvent que vous êtes l'héritier de Madame Hidalgo, vous acceptez son bilan, mais aussi vous en distinguez. On sait aussi que vous êtes contre une alliance avec la France Insoumise ou avec M. Bournazel, mais il y a quand même une question avec la loi PLM, donc la nouvelle loi qui est passée. Il y a des grandes chances de triangulaire, voire de quadrangulaire. Comment on dirige Paris avec cette idée-là qu'on puisse ne pas avoir la majorité ? Alors, d'abord, c'est difficile de diriger quand on n'a pas la majorité. Regardez le pays. D'ailleurs, c'est marrant, c'est cocasse de voir ceux qui y sont nous donner des leçons. Moi, je fais confiance aux Parisiennes et aux Parisiens, et je vais vous dire, ils sont souverains. Nous tirerons les conséquences de leur choix. Vous évoquez des hypothèses. Moi, j'ai dit effectivement que je voulais pas travailler avec LFI, mais comme je suis de gauche, je ne vais pas aller chercher des alliances ailleurs. Donc, nous présentons une offre très forte, très élargie pour créer cette dynamique-là. Donc, l'idée, c'est plutôt d'avoir les électeurs d'LFI, mais pas forcément justement de travailler avec les élus, c'est ça ? Je vais vous dire, moi, je chipote pas. Hein. Je veux tous les électeurs qui se reconnaissent en nous. Hein, et je leur demande pas un CV avant. Nous, notre récit politique, c'est un récit d'optimisme pour l'avenir et de convaincre qu'en gros, l'équation est assez simple. C'est aujourd'hui, et sauf un événement exceptionnel, le maire, ce sera moi ou ce sera Rachida Dati. C'est ça qui s'est installé pendant cette campagne de façon évidente. Et donc, les gens doivent se poser une question simple. Est-ce qu'ils veulent que ce soit moi, Emmanuel Grégoire, avec la gauche unie, ou est-ce qu'ils veulent que ce soit Rachida Dati et toutes les faiblesses qu'elle peut avoir ? Mais après, c'est un choix de conviction, et moi, je le respecterai, et je suis très attaché à la démocratie, et donc, les Parisiennes et les Parisiens choisiront. Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup Emmanuel Grégoire d'avoir accepté cette invitation. Juste avant de vous quitter, en fait, nous avons notre journaliste Trifen Toutagazola qui est juste à côté de vous, qui chaque jeudi nous fait découvrir un coin d'Île-de-France, et cette semaine nous emmène dans la ville des Lilas, ville où vous êtes né, mais je vais pas en dire plus parce que je laisse la place à Trifen. La Grâce matinale, spéciale élection municipale, autour de la Seine, avec Trifen.
Oui, donc nous allons du côté des Lilas en Seine-Saint-Denis. Donc je pense que vous connaissez assez bien ce nom parce que vous êtes originaire de cette commune, Emmanuel Grégoire. Les Lilas se situent à l'extrémité sud-ouest du département. Elle est limitrophe à la capitale, au 19e arrondissement plus exactement. Mais alors Tryphène, les Lilas, c'est un joli nom très particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Et oui, je suis entièrement d'accord. En réalité, pour l'anecdote, le nombre de communes en France qui ont des noms de fleurs est très limité. Les Lilas est donc une ville assez spéciale. Elle tire son nom du fait que, comme elle est située sur une colline, la colline de Belleville, elle avait beaucoup de jardins fleuris au milieu du 19e siècle. On utilisait des lilas plus particulièrement pour décorer les guinguettes et les cabarets de l'époque. C'est à ce moment-là que la commune est née et qu'on la nomme les Lilas en 1867. Mais la commune des Lilas aurait aussi pu s'appeler autrement. Les autres noms qui ont été considérés étaient commune de Padoue ou Napoléon le Bois. Vous auriez pu être un Napoléonais. Je pense que c'est comme ça qu'ils auraient été appelés. Mais vous êtes bien un Lilasien. Les Lilasiens et Lilasiennes sont d'ailleurs au nombre de quasiment 24 000. Une bien grande population pour une si petite commune de 1,26 km². Une petite ville en taille, mais je suis sûr qu'elle est grande en histoire et en patrimoine, Tryphène. Oui, ça c'est rien de le dire. Il y a par exemple l'hôtel de ville, un très vieux bâtiment dont la construction remonte à 1883. Si cela ne vous suffit pas, il y a aussi l'église Notre-Dame du Rosaire, une église catholique. C'est un édifice construit assez récemment en 2011, issu de la chapelle en pierre construite en 1887. Malheureusement, elle a dû être détruite à cause de son mauvais état, mais le tout nouveau bâtiment est tout aussi beau à voir. Enfin, on ne peut pas parler des monuments incontournables des Lilas sans parler du fort de Romainville, un ensemble militaire construit au XIXe siècle pour protéger Paris. À sa construction, il se trouvait sur la commune de Romainville, d'où son nom. Son histoire est si vaste qu'elle pourrait faire l'objet d'une émission à elle toute seule. Aujourd'hui, cet endroit n'a plus d'usage militaire, mais il abrite la tour de Romainville. Appelée de Romainville pour les mêmes raisons, c'est une tour hertzienne qui sert de principal émetteur de grandes chaînes de télévision françaises vers la province. Côté personnalité originaire des Lilas, évidemment, notre invité du jour, Emmanuel Grégoire, vous y êtes né en 1977. Le boxeur français champion de France en 2012, Jérémy Noir, est né aux Lilas en 1995. Côté petit et grand écran, l'actrice Aurélie Vanek y est aussi née en 1983. Elle a joué dans Joséphine Ange Gardien, Scène de ménage, Camping Paradis et plus récemment Ici tout commence. Mais on la connaît surtout en tant que Ninon dans Plus belle la vie. Et enfin, un autre acteur, Ilian Bergala, né aux Lilas en 1996. Lui aussi a plusieurs séries à son actif, mais sa notoriété vient surtout de son rôle dans le film La famille Bélier. Merci beaucoup Tryphène pour ce voyage en banlieue parisienne. Et merci encore à vous Emmanuel Grégoire. J'espère que vous avez appris des choses sur les Lilas. Alors j'ai appris des choses, oui, notamment tous les noms que vous venez de citer, parce que j'ai pas beaucoup de temps de regarder la télé. Mais c'est une très belle histoire, l'histoire de la création de ces communes limitrophes, quand en 1859, Paris passe de 12 à 20 arrondissements. Et j'aime beaucoup, je connais l'histoire de toutes ces communes parce que l'histoire de Paris, c'est une histoire grand parisienne. Et donc voilà, c'est très émouvant de vous entendre parler comme ça. Merci beaucoup et merci Tryphène encore de nous faire voyager. Merci Emmanuel Grégoire. Merci Bonne à journée. vous. Merci. Et à bientôt. La Grâce matinale, spéciale élection municipale, l'interview politique.